Alors forcément, la semaine dernière, je me dis que pour changer, je vais te proposer un top 10 des meilleurs jeux à 2 de 2025, et juste quand je sors la vidéo, nous tombe dessus Tag Team, un nouveau jeu de duel pas piqué des hannetons. Hey, je fais de mon mieux moi. A noter aussi que plusieurs commentaires m'ont pointé du doigt l'absence dans le top de duel pour Cardia. Et ben là c'est pareil, il n'est pas encore sorti ici au Québec, je peux pas l'inventer. Pour ce dernier, il faudra donc attendre encore un peu, mais pour Tag Team, on va rattraper ça ensemble tout de suite. Et ce n'est pas tout, j'ai aussi reçu quelques copies presse, ce qui fait toujours plaisir. Je vais donc aujourd'hui te parler de Mitsekatse, de Telona, de Brick Like This et de Ra. Non, pas l'animal. Salut, c'est Kevin, bienvenue sur Case Départ. Une nouvelle fois, je vais te raconter ma semaine ludique passée en te présentant les jeux auxquels j'ai joué, en t'expliquant un peu les règles et surtout en te partageant ce que j'en ai pensé. Alors, comme toujours, si tu veux me soutenir, partage-moi tes retours en commentaire, ajoute un petit like et si c'est pas encore fait, abonne-toi. Allez, on démarre. La semaine dernière est donc sorti Tag Team, dernière création du Scorpion Masqué, éditeur québécois. Le jeu a été conçu par Grisha German, qui a déjà œuvré sur City Tour bientôt à sortir, et Corentin Lebras, un des auteurs de Far Away et de Dead Cells. Tag Team, c'est un auto-battler avec deck building exclusivement pour 2 joueurs et des parties de 15 minutes. Un auto quoi ? Un auto-battler. Le terme vient du jeu vidéo où les combats se déroulent automatiquement sans input des joueurs. Dans un jeu de société, ça revient pas mal à retourner les cartes d'un paquet, les unes après les autres pour appliquer leur effet. Et ce n'est pas le premier à faire ça, c'est une mécanique qu'on retrouve par exemple dans Challengers ou dans Wizards Cup. Dans Tag Team, tu incarnes 2 personnages qui font équipe pour vaincre l'équipe adverse. Chaque personnage dispose d'une barre de santé et de cubes de puissance qui vont indiquer les dégâts appliqués lors d'une attaque réussie. Le jeu se déroule en 2 phases qui se répètent jusqu'à ce que les points de vie de tes personnages ou de ton adversaire arrivent à 0. Bon, bien sûr, on préfère toujours que ça soit celui de l'adversaire. Chaque personnage vient avec un paquet de 11 cartes. On met de côté leurs cartes de départ pour former un deck de combat et on mélange ensemble le reste des cartes. On forme ainsi un paquet qui servira à améliorer le deck de combat. Durant la première phase, on va retourner une à une les cartes du deck de combat pour les opposer face à celles de notre adversaire. Il pourra s'agir d'attaques qui pourront être bloquées par des boucliers, des gains de cubes de puissance ou de points de vie. Ça peut aussi être d'autres actions plus spécifiques au personnage. Durant la deuxième phase, on pioche 3 cartes du paquet amélioration. On choisit une carte sur les 3 à ajouter au deck de combat et on replace les 2 restantes en dessous du premier paquet. On choisit où l'on place la carte dans ce deck de combat, mais on ne peut autrement pas changer l'ordre des cartes qui y sont déjà. Ben oui, sinon ce serait trop facile. Ce qui est cool, c'est que chaque personnage a un fonctionnement qui lui est propre. Bodvar, par exemple, va augmenter une jauge de rage pour finalement se transformer en ours pour tout tabasser. Wong Fei Hong va lui tenter d'inverser le rapport de force en utilisant la puissance de son adversaire. Etc. etc. Il y a 12 personnages en tout, donc si tu calcules bien, ça fait 66 équipes différentes à maîtriser. Bon ok, je l'ai pas vraiment calculé, c'était juste marqué sur le derrière de la boîte. Tag Team, c'est simple et ça roule tout seul. Toute la stratégie repose sur la carte à choisir à chaque tour pour améliorer son deck de combat, et à quelle position la placer. De base, quand on oppose 2 cartes, elles déterminent quels personnages vont attaquer ou défendre. Mais beaucoup de cartes ont aussi des effets qui affectent son partenaire ou le partenaire de son adversaire. Et ça aura plein de stratégies synergétiques. À force de faire rouler les decks durant les combats, on identifie sur quelles cartes on perd les affrontements, ce qui permet de mieux s'adapter en décalant les cartes du paquet. Alors oui, évidemment, il reste une part forte d'aléatoire, car même si on décale son deck, il n'est pas rare que l'adversaire le fasse aussi, ce qui vient pas mal casser tous nos plans. Mais comme les parties sont rapides, on accepte de ne pas être en contrôle complet du déroulement des combats. Et généralement, on n'hésite pas à se relancer dans une revanche, ou 2, ou 3. On peut aussi drafter les personnages en début de partie, ce qui nous permet de mixer les équipes. Tag Team s'impose tout seul comme une évidence et appelle fortement à la sortie d'extensions pour rajouter toujours plus de personnages. Une très belle découverte donc, que j'aurai plaisir à ressortir pour mieux maîtriser ces différents aspects. Difficile de dire où j'aurais placé ce nouveau jeu dans le top des jeux à 2 de l'année, mais c'est vrai qu'il avait sûrement sa place quelque part. Mitsekatse, 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 Mitsekatse. Wow, désolé, je me suis laissé embarquer dans la lancée. Celle de Mitsekatse, un nouveau jeu complètement fou sorti chez BlackRock Games. Conçu par Jens Merkel et Ralf zur Linde. Son nom en allemand est une manière affectueuse de désigner un chat.
J'avais cru comprendre qu'il s'agissait d'un ovni dans le paysage ludique, mais grâce à la copie presse envoyée par le distributeur Ilo, je peux maintenant le confirmer. Ok, d'accord, mais c'est quoi? Myths Katze, c'est un jeu coopératif de rythme, de mémoire et de coordination où tout le monde va répéter en rythme 2 mots. T'as deviné lesquels? Dans ce cas, continue avec moi. Myths Katze, Myths Katze, Myths Katze, Myths Katze. Pour jouer, les joueurs doivent suivre une chorégraphie en répétant 3 fois en rythme les actions des cartes sur la table. Là où ça se complique, c'est qu'on va ajouter une carte après chaque chorégraphie réussie. Là où ça se complique encore, c'est qu'à chaque chorégraphie, seule la dernière carte reste visible. Il faudra donc collectivement se souvenir des actions précédentes. Pour clore une manche, on complète chaque chorégraphie en faisant un bouquet final, une combinaison de gestes et de sons préalablement choisis au début de la partie. Par exemple, nous c'était T L M. comme le tiers-lieu Montréal, l'assaut où je retrouve souvent mes potes pour jouer. La partie se termine par la victoire si les joueurs réussissent toutes les chorégraphies ou par la défaite s'ils perdent leur vie de chat, suite à des erreurs d'action ou de synchro. Tu n'as toujours pas compris? Alors laisse-moi simplement te montrer. Myths Katze, Myths Katze, Myths Katze, wou 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 wou, Myths Katze, wou 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 wou, Myths Katze, wou 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 wou, T, L, M. Oh le bordel, c'est vrai qu'elle a fait fort. Le jeu vient avec du matériel qui sera utilisé par les 48 actions et 9 cartes défis du jeu. Des souris peluches, des dés, des jetons de poker et même un chat qui queen. Myths Katze, c'est effectivement un jeu sorti de nulle part et qui n'a pas d'autre but que de te faire passer un bon moment. Et pour ça, je peux te dire qu'il fonctionne. On se donne tous l'impression de faire partie d'une secte, un peu loufoque, on rit de nos erreurs et de notre maladresse, toujours dans la bonne humeur. Les défis et cartes actions appellent chacun à s'exprimer avec sa propre créativité, et c'est ce qui fait qu'on s'approprie très rapidement son expérience conviviale. Le mélange des cartes actions, associées aux défis, offrira beaucoup de variété, et si l'on cherche à augmenter la difficulté, il suffit de rajouter des cartes à notre chorégraphie. Myths Katze se transforme alors en un memory collectif hilarant. Le jeu a aussi eu un grand succès à la maison, qui a tout de suite conquis les enfants tout en faisant rire les parents. Le genre de beaux moments partagés ensemble qu'on aime garder en souvenir longtemps. Je le garde donc précieusement, et si bien évidemment il ne parlera pas à tous, j'aurai pour ma part plaisir à le ressortir et le proposer pour passer une bonne soirée. Allez, on repose les pieds sur terre avec Telona, un jeu de pose de tuiles conçu par Gilles Turbide et édité par Sit Down pour 2 à 4 joueurs et des parties de 15 minutes par joueur. J'en avais honnêtement pas entendu parler, mais quand Ilo me l'a proposé, j'ai rapidement pu constater qu'il se rangeait dans le format initié, avec des visuels magnifiques et un matériel de qualité. J'ai alors rapidement pensé qu'il pouvait bien fonctionner à la maison avec mon garçon. Du coup, est-ce qu'il tire vraiment son épingle du jeu? Dans Toleno, on construit une ville flottante en posant des tuiles et en érigeant des bâtiments à l'aide de pions étages qu'on empile. Le but est de marquer le plus de points en dominant les quartiers, en validant des contrats et en valorisant ces bâtiments. À chaque tour, tu poses une tuile ville pour étendre le plateau. Elle doit être connectée à une autre tuile déjà en jeu et au moins prolonger un canal existant. Ensuite, tu poses un de tes pions étage sur une case constructible le long d'un quai adjacent au canal que tu viens de prolonger. Tu prends ce pion depuis le haut gauche de ton plateau personnel en respectant l'ordre de pose. Tu peux empiler plusieurs de tes pions sur un même emplacement pour construire en hauteur. C'est intéressant car celui qui a le bâtiment le plus haut sur une tuile gagnera en fin de partie les points de victoire indiqués. Certains emplacements pourront aussi être pointés par une fontaine pour rapporter davantage de points de victoire. Mais ce n'est pas tout. Une fois que tu as posé un pion, tu dois choisir entre 2 choses. Soit poser un deuxième pion étage sur un canal perpendiculaire au premier, soit poser une tuile contrat. Si tu choisis un contrat, tu en prends un parmi les 3 visibles, tu le poses sur une case fondation vide, tu marques immédiatement les points indiqués et tu le retournes face cachée. À partir du moment où tu as posé ton 6e pion étage, tu rajoutes ton bateau sur le plateau. Il entre sur une tuile de bordure avec un canal ouvert. À la fin de chacun de tes tours, tu dois le déplacer en ligne droite sur un canal. Plus tard dans la partie, tu débloqueras des virages. Un premier au 13e pion, un deuxième au 16e. Le bateau est important car il bloque la tuile sur laquelle il s'arrête. Personne ne peut y construire ou y poser une nouvelle tuile tant qu'il est là. Et en plus, il te permet de récupérer un de tes propres pions étages sur son chemin et de le déplacer jusqu'à sa tuile d'arrivée. Tu termines ton tour en piochant une nouvelle tuile ville que tu gardes devant toi pour le prochain tour. La partie continue ainsi jusqu'à ce qu'un joueur ait posé tous ses pions étages. On termine alors le tour en cours et on passe au décompte final.
À la fin de la partie, on compte les points des contrats que tu as posés, les tuiles remportées, les bâtiments valorisés par des fontaines et l'objectif de la tuile contrat de départ. Tu peux aussi marquer des points avec ton plateau personnel si tu débloques certaines lignes. Telona, c'est un jeu de placement assez malin où chaque tuile posée a un impact et où ton bateau peut autant t'aider que gêner les autres. On construit, on bloque, on optimise pour marquer un maximum de points. L'édition est de qualité, avec des icônes claires et des jetons étages en bois et des plateaux personnels double couche. Les tuiles de la ville sont assez larges, mais le jeu occupe tout de même une place raisonnable sur la table. Pour autant, j'ai eu du mal à rentrer dans cette première partie. J'ai encore du mal à bien expliquer pourquoi. Je pense que ça vient en partie de la lecture des positions éligibles pour les pions étages, qui n'est pas si intuitive. Certes, pour la première action, il suffit de regarder le ou les canaux qu'on vient de prolonger. Mais il faut aussi considérer ce perpendiculaire pour réfléchir à son deuxième placement. Ajoute à ça le déplacement du bateau, qui commence en ligne droite, mais peut rapidement prendre un virage, et les possibilités de combinaison pour un tour complet sont démultipliées. Avoir du choix est normalement une bonne chose, mais j'ai peiné ici à identifier une stratégie dominante. Puisqu'on pose une tuile à chaque tour, il est toujours possible d'y placer son nouvel étage. Donc si je tire une tuile à 4 points, est-ce qu'il y a vraiment un autre placement qui pourrait me rapporter davantage ? D'une manière générale, j'ai trouvé qu'à 2 joueurs, on ne se gênait pas vraiment. Et je ne vois pas comment ça serait différent à 4 joueurs, vu qu'il y aura davantage de tuiles posées. Quant aux contrats, ils sont assez situationnels et peuvent parfois se révéler très payants. Ou pas du tout. Mais comme on ne peut pas renouveler les 3 disponibles sans en piocher un, je doute qu'il y ait beaucoup de stratégies à construire là-dessus. Bref, même si l'ensemble fonctionne, j'ai eu du mal à bien saisir là où le jeu veut nous emmener. Honnêtement, il me faudrait peut-être juste quelques parties supplémentaires pour pouvoir mieux en parler. J'essaierai donc de te tenir informé. On revient sur du familial avec Brick Like This, le nouveau jeu Lego. Il est le deuxième jeu de la gamme après Monkey Palace qui avait déjà plutôt bien marché. Mais cette fois-ci, on revient aux sources de la brique danoise avec un jeu d'ambiance et de construction en équipe. Le jeu sort chez Dotted Games, il a été conçu par Luca Bellini, se joue de 2 à 8 joueurs pour des parties de 15 minutes. Accessoirement, il contient donc 48 pièces de Lego. Avec un petit fan de Lego à la maison, je ne pouvais pas ne pas tester ce nouveau jeu. Je remercie grandement Asmodee Canada pour l'envoi de la copie presse. Alors, simple gimmick ou vrai attrait ? Brick Like This, c'est donc un jeu en équipe où un des joueurs va incarner le superviseur. Il choisit une carte d'une valeur de 5 à 8 pour donner des instructions de construction à un autre joueur, le constructeur. Sur sa carte est affichée une silhouette de structure Lego, comprenant 5 à 8 pièces selon la valeur de la carte. Sur les cartes de valeur 5, on pourra voir le contour de chaque pièce utilisée, mais pas sur les cartes de valeur supérieure, car là, seule la silhouette globale de la structure sera montrée. À lui donc d'indiquer le plus rapidement possible au constructeur quelles pièces utiliser et comment les assembler. Il n'a évidemment pas le droit de montrer sa carte, ni de pointer des pièces du doigt sur la table. Au moment où l'une des équipes pense avoir fini, on retourne un sablier de 30 secondes pour donner une chance aux autres équipes de terminer. On dévoile alors tous ensemble les cartes et on fait matcher les constructions. Les équipes qui ont correctement construit leur structure gagnent autant de points que la carte piochée. Le jeu se joue en 6 manches et chaque manche s'accompagne d'un défi. On va donc dévoiler le défi de la manche avant de commencer. Si l'équipe qui a terminé premier ne s'est pas trompée, elle va alors gagner les 1 à 3 points proposés par le défi. Brick Like This, c'est un jeu rapide et pas compliqué. On embarque facilement dans sa proposition en se prenant rapidement au jeu. La brique danoise suscitant toujours un attrait universel, c'est un jeu qui fonctionne aussi bien avec les petits comme avec les grands. Les défis sont suffisamment variés et peuvent se révéler parfois assez compliqués. Il y a par exemple celui qui demande de construire sans les pouces, ou encore les yeux fermés. J'ai passé un très bon moment en famille avec ce jeu, qui ressortira sans problème à la moindre occasion. On termine cette semaine avec Ra, un jeu que je voulais tester depuis longtemps. Jeu conçu par l'inarrêtable Rainer Knizia, initialement sorti en 99, il propose des parties pour 2 à 5 joueurs de 45 à 60 minutes environ. L'éditeur 25th Century Games l'a réédité en 2023 dans une nouvelle édition vraiment magnifique qui ne m'a pas laissé indifférent. Je remercie beaucoup mon ami Hugo qui a eu la gentillesse de l'apporter au TLM et même de me vendre une seconde copie qu'il avait acquis par erreur. Dans Ra, tu incarnes une dynastie de pharaons qui essaye de laisser la trace la plus glorieuse dans l'histoire de l'Égypte antique. La partie se déroule sur 3 grandes périodes et pendant chacune, les joueurs vont tenter de récupérer des tuiles représentant différents aspects de leur civilisation. Monuments, pharaons, richesses, connaissances, etc. Mais attention,
Tout se joue autour d'un système d'enchères tendu où chaque joueur ne possède que quelques disques soleil pour miser. À ton tour, tu dois faire une seule action parmi 3. Soit tu pioches une tuile dans le sac, soit tu invoques Ra pour déclencher une enchère, soit tu dépenses une ou plusieurs tuiles dieu pour prendre des tuiles du plateau. Si tu choisis de piocher, tu révèles une tuile et tu la places sur la piste d'enchères. Mais si tu tombes sur une tuile Ra, tu lances immédiatement une enchère forcée et avances le marqueur d'une case sur la piste correspondante. Si le marqueur atteint la fin de la piste, on met fin à la période en cours, même si des joueurs ont encore des disques soleil à miser. Quand une enchère commence, chaque joueur peut poser un de ses disques soleil face visible pour faire une offre. Chaque joueur ne peut miser qu'une seule fois par enchère, et la valeur doit être strictement supérieure à la précédente. Si tu ne veux pas miser, tu passes. Celui qui remporte l'enchère prend toutes les tuiles visibles sur la piste et les place dans les zones prévues sur son plateau. Il échange aussi son disque soleil utilisé contre celui placé au centre du plateau, qui deviendra alors utilisable pour la prochaine époque. Ceux qui n'ont pas gagné reprennent simplement leur disque, qui restera disponible pour une prochaine mise. Chaque type de tuile vient avec ses conditions de scoring. La plupart des tuiles sont bénéfiques et rapportent des points en fin d'époque, d'autres en fin de partie. Certaines demandent d'en avoir une majorité, d'autres demandent à être combinées ou basées sur leur collection. D'autres tuiles peuvent être des désastres qui t'obligent à défausser certaines tuiles que tu avais déjà collectées. Les tuiles dieu, elles, peuvent être jouées à ton tour pour prendre une ou plusieurs tuiles visibles sans passer par une enchère, ce qui peut rapporter beaucoup. L'époque se termine quand tous les disques soleil ont été utilisés ou quand le marqueur Ra atteint la fin de sa piste. On passe alors à une phase de scoring. Les tuiles à la droite du plateau doivent alors être défaussées, mais on garde celles de gauche jusqu'à la fin de la partie. Une fois que la troisième époque est finie, on fait un scoring final avec les tuiles monuments, mais aussi les disques soleil restants. Le joueur avec le total le plus élevé gagne 5 points, celui avec le plus faible en perd 5. Et c'est le joueur avec le total de points le plus élevé qui gagne la partie. Ra est un jeu d'enchères tendu où chaque décision compte et où passer sur une enchère au bon moment peut se révéler tout aussi payant. D'autres fois, la chance du tirage peut tout précipiter. Il faut alors savoir quand provoquer le destin ou l'éviter. J'ai passé un excellent moment avec ce jeu qui force pas mal à se concentrer sur une stratégie. On peut par exemple choisir de ne pas chasser les tuiles pharaon au risque de perdre des points de victoire à chaque fin de période, tout en se concentrant sur les monuments qui pourront rapporter beaucoup en fin de partie. Ou l'inverse, évidemment. Les enchères apportent une interaction parfaite entre joueurs. On incite parfois nos adversaires à se délester de leur grosse mise, ou au contraire, on prie qu'ils passent pour l'emporter. L'édition est magnifique, avec ses disques soleil en bois et les plateaux personnels d'une grande clarté. On a aussi plaisir à piocher des nouvelles tuiles dans le sac pour voir sur quoi on va tomber. On joue aussi avec le timing du jeu en essayant de remporter un maximum de tuiles sur une enchère réussie, tout en évitant d'atteindre la fin de la piste Ra sans avoir pu enchérir dessus. Vraiment, je ne suis pas déçu et je sais que j'ajoute là un grand jeu à ma collection. Et surtout, il me prend l'envie irrésistible de le faire découvrir au plus de personnes possible. Et voilà pour la sélection de cette semaine. Comme toujours, il y a des jeux très différents, mais j'espère que tu auras l'occasion de trouver celui qui te plaira vraiment. Pour ma part, cette semaine, je retiens surtout Tag Team et Ra, auxquels j'aurais envie de rejouer très souvent. Comme toujours, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. N'oublie pas que si tu veux me soutenir, tu peux toujours partager un commentaire, mettre un petit like ou encore mieux, t'abonner. Sur ce, je te souhaite une très bonne semaine ludique et je te dis à la semaine prochaine.